Bien, mais bonsoir à tous. Alors, excusez mon petit retard. Je n'ai pas l'habitude au conseil municipal de ne pas commencer à l'heure. Nous étions en fait en réunion avec la section tennis du GCOB, qui est une section dynamique, qui est en train de relancer son activité. Donc, il était important de pouvoir les recevoir, comme nous recevons l'ensemble des associations qui ont toutes le souhait de relancer leurs activités après cette dure période que nous venons de vivre. Alors merci donc de vous être rendu disponible ce soir pour notre conseil municipal. Alors je salue notamment les nouveaux élus qui vont siéger pour la première fois dans notre salle des mariages ou salle du conseil municipal, puisque jusqu'alors nous avions été contraints de le faire au foyer municipal. Donc on est un petit peu plus, un peu plus serré. Mais bon, après tout, on est les uns et les autres plus proches encore pour pouvoir débattre ce soir. Alors, je vais vous proposer de désigner un secrétaire de séance, comme nous avons l'habitude de le faire. Je ne me souviens plus qui était C'était Thomas la dernière fois ? Ah oui, si on a Céline qui veut bien reprendre la suite. Céline Secaille, désignée d'office. Bon. Donc c'est vrai qu'on choisit souvent les plus jeunes pour être notre secrétaire de séance. Donc je vais proposer la candidature de Céline Secaille. Y voyez-vous un inconvénient ? Je ne vois pas de contre, d'abstention. Donc Céline Secaille est notre secrétaire ce soir. Je suis donc présent. Nathalie Lecordier m'a donné pouvoir parce qu'elle n'est pas encore arrivée. Elle est au conseil départemental qui n'est pas terminé. Jean-Marc Chevalier. Présent. Françoise Lacaille, l'aînée. Olivier Marical, présent. Jocelyne Brochard, présent. Christophe Barré, présent. Marie Chaillet, présent. Xavier Auguel, présent. Marie-France Fouchard, présent. Isabelle Bergenot, présent. Patrice Renaud, présent. Philippe Jouet, présent. Catherine Recher, Laurent Capon, présent. Laetitia Hers, présent. Jean-Luc Delceau, présent. Fatima Bouchama donne pouvoir à Françoise Lacaille-L'aînée, Céline Secaille, présent. Quentin Bousse, présent. Antoine Ojeda, présent. Thomas Delaunay, Annick Bonneau, Monique Dubec donne pouvoir à Baptiste Boulan, Jean-Christophe Châtelain, présent. Gilles Thomas, présent. Aude Eragne, Baptiste Boulan et Pascal Guilouet. Et on va aller très vite sur la délibération suivante. Avant cela, donc nous sommes suffisamment pour pouvoir délibérer ce soir. Nous avons le procès-verbal de la dernière réunion qui avait lieu le 20 mai dernier à adopter. Donc, qu'est-ce que cela appelle de votre part ? Des questions, des remarques ? Donc, je précise que nous avions été filmés la dernière fois, qu'un certain nombre d'habitants donc, ont pu visionner notre conseil municipal et que ce soir, à nouveau, nous allons pouvoir... les habitants vont pouvoir suivre notre conseil municipal. Alors en différé encore, puisque nous ne sommes pas encore en direct, mais en tout cas, je sais que certains habitants m'ont dit avoir apprécié de pouvoir suivre nos travaux dans ce cadre. Alors, s'il n'y a pas de questions ou de remarques sur le procès-verbal, je vais le mettre aux voix. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, adopté à l'unanimité. Donc, merci à l'administration et au secrétaire donc, d'avoir rédigé ce procès-verbal. Vous avez reçu également donc la note de synthèse et vous avez également donc avec cette note de synthèse l'ensemble des décisions prises par le maire dans le cadre de la délégation du conseil. Est-ce que cela appelle des questions, des remarques ou commentaires ? Annick Bonneau, oui. Alors il faut prendre le micro pour qu'on vous entende bien. Non, je ne pense pas que vous ayez... Vous m'entendez ? Oui, très bien. La délégation, la 2021-51 CDE qui concerne la prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage juridique. De quoi s'agit-il, s'il vous plaît ? Alors, je sais pas, je l'ai noté, je l'ai pas mis dans l'ordre. Faites appel, enfin, vous avez la possibilité de faire appel à un cabinet d'avocats pour vous aider dans la prestation. Oui, en fait, on souhaite prendre une assistance à maîtrise d'ouvrage pour la salle polyvalente, en fait, qu'on veut lancer.
Donc, nous le ferons avec une assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc, il nous faut évidemment travailler la méthode aussi avec eux pour arriver à une concertation, à la mise en place donc de la méthode pour arriver donc à sortir un projet en tant que tel. D'accord, merci. Je n'avais pas du tout pensé à ça. Je pensais que c'était pour aider donc, la personne qui s'occupe des appels d'offres. Mais non. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques ? Pas particulièrement. Donc, je vous propose de passer aux délibérations, sachant que, pour information, donc vous avez normalement eu sur table, je crois, le tableau récapitulatif des indemnités. C'était souhaité donc, dans le cadre du budget par Annick Bonneau, notamment. Donc, vous les avez dans le tableau. Vous dire également que vous avez normalement de l'Agence de l'eau le rapport aussi annuel sur la qualité et le prix du service de l'eau et de l'assainissement. Donc celui-ci est à votre disposition aussi au niveau de la Direction générale des services. Et je vous propose donc de passer à la première délibération. Et comme je l'avais annoncé lors du dernier conseil municipal, eh bien Mélanie Clou m'a présenté sa démission en tant que conseillère municipale à compter du 31 mai dernier. Effectivement, elle a eu notamment dans le cadre de sa carrière professionnelle une promotion qui ne lui permettait plus de pouvoir continuer à siéger ici au conseil municipal. Elle a donc souhaité donner sa démission. Ce courrier donc a été transmis à monsieur le préfet qui a accepté donc la démission de madame Clou. C'est ensuite Sylvie Coadou qui était sur notre liste à la suite qui a été sollicitée et qui n'a pas souhaité, pour des raisons personnelles, siéger au sein du conseil. Et donc nous avons repris la liste et le suivant est donc Pascal Guillouet qui venait directement après madame Le Coadou, qui lui a été sollicité et a accepté, je crois avec beaucoup de bonheur, cette mission. Et donc en conséquence, eh bien, je vous propose d'installer monsieur Pascal Guillouet comme conseiller municipal à côté de ce jour. C'est un enfant de Biorel. De modifier ainsi le tableau des commissions aussi et le tableau du conseil municipal qui ont été joints donc à la note de synthèse que vous avez reçue et donc d'adopter cette délibération donc avec Pascal Guillouet comme siégeant dans le groupe Bien Ensemble à Biorel. C'est une prise d'acte, oui, je pense. Hein, on n'a pas à voter. Si, il faut voter. Bon. Donc, je vais mettre aux voix cette installation d'un nouveau conseiller municipal. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, adopté à l'unanimité. On passe ensuite à la délibération suivante, qui est une délibération sur les ressources humaines, qui porte donc sur le temps de travail. Alors, le 6 août 2019, la loi de transformation de la fonction publique prévoyait l'abrogation d'un certain nombre de régimes dérogatoires au temps de travail dans la fonction publique. Et donc, une délibération, cette délibération permet donc à la collectivité de revenir au temps légal, je dirais, du temps de travail de 1607 heures effectives, donc à partir du 1er janvier 2022. Et donc, vous avez reçu normalement dans la note de synthèse eh bien, les régimes de travail donc, qui sont proposés et qui ont été proposés à l'ensemble des personnels de la commune. Donc, pour une durée hebdomadaire de 39 heures, eh bien, c'est un capital de 28 jours de congé annuel qui est donc fixé, plus 20 jours, c'est-à-dire 21 jours moins une journée de solidarité pour le capital de RTT, donc de réduction du temps de travail quand on est à 39 heures, puisque le régime est de 35 heures. Par contre, évidemment, si vous êtes en durée hebdomadaire de 35 heures, ce qui est le cas de certaines personnes, vous avez simplement 28 jours de congé annuel et vous n'avez évidemment pas vous ne générez pas de RTT, donc de réduction du temps de travail. Alors, le capital de congé d'un agent à temps complet devant être de 25 jours, donc il est à noter qu'il y a en fait une différence de 3 jours, jusqu'alors, nous étions donc à 28 jours.
Un questionnaire a été élaboré, mais des entretiens d'ailleurs ont été réalisés par l'ensemble des chefs de service auprès des agents. Et les résultats ont été communiqués lors d'un comité technique qui s'est réuni il y a au moment, le 7 mai dernier, pardon. Aussi, il a été proposé des modifications tenant compte justement des 25 jours de journée réglementaire et non plus 28. Et donc, 3 régimes de travail ont été fixés. Donc, celui à 39 heures, où on a donc diminué à 25 jours de congé annuel, et 23 RTT générés donc, à partir des 35 heures. Donc, on a bien là à tenir compte aussi de la journée de solidarité. Donc, on retombe donc à 22 jours de RTT, avec cette journée en moins. Ensuite, la durée hebdomadaire de 37h30 pour les agents, notamment de la crèche, hors encadrement. Donc, les agents de la crèche, effectivement, ont accepté de passer à un régime de travail de 35 heures à 37h30 pour pouvoir générer des jours de RTT, notamment. Donc, ils sont aussi sur un régime maintenant de 25 jours de congé annuel et de 15 jours de RTT. Avec cette journée donc, de solidarité que l'on doit retirer, on arrive à 14 jours de RTT. Et puis enfin, pour certains, une journée hebdomadaire de 35 heures où on a donc 25 jours de congé annuel et pas de journée donc, de RTT et de travail de 7 heures précédemment donc non travaillé. Ainsi, pour les agents à 39 heures qui perdent notamment 3 jours de congé annuel, il est proposé donc une bascule vers 3 jours de RTT, donc moins évidemment celui ensuite de la journée de solidarité, et pour les agents qui travaillent à 35 heures, qui ne bénéficient pas de RTT, donc le nombre de congés annuels donc, sera de 25 jours. Cependant, cette durée hebdomadaire ne sera possible que pour les contractuels de remplacement ainsi que pour les agents annualisés, puisque nous n'avons pas de fonctionnaires territoriaux à 35 heures. Afin que les agents de la crèche actuellement, donc à 35 heures, ne perdent pas justement 3 jours de congé annuel, eh bien, il a été proposé et accepté par le personnel de passer donc à 37h30, qui ont généré ainsi 15 jours de RTT pour pouvoir aussi limiter dans le temps le nombre de jours, nombre de jours de congé. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, il est à noter que le traitement de la journée de solidarité reste identique, donc de la même manière qu'avant. Et vous avez normalement, je crois, l'ensemble de ces régimes de travail dans la note de synthèse. Simplement, il y a dans l'annexe 7, au niveau du service jeunesse, les cycles de 39 heures qui génèrent des RTT, alors que ça ne l'était peut-être pas. Et puis, il est précisé également que les temps de pause de 20 minutes consécutives peuvent éventuellement être fractionnés pour permettre à certains fumeurs, même si ce n'est pas une bonne chose, eh bien, de pouvoir prendre une pause cigarette. Voilà. Donc, cette délibération sur les heures supplémentaires viendra abroger la délibération qui existait, mais qui était ancienne d'ailleurs. Elle ne fera qu'affirmer les pratiques suivantes, donc pour les catégories B et C, pour le fonctionnement du contingent annuel, le paiement ou les récupérations des heures réalisées en semaine, le paiement des heures de dimanche, les jours fériés ou de nuit, sauf l'exception, on a mis à part les jours d'élection. Voilà pour cette délibération. Je précise simplement que le comité technique qui a été réuni la semaine dernière a émis un avis favorable à l'unanimité donc, sur ces nouveaux régimes de travail. Je vous laisse maintenant réagir. Donc, Monsieur Boulan. Cette réforme de 1607 heures recouvre 2 aspects. Un aspect légal. Donc, ça a été une loi proposée et débattue au Parlement. Elle a été contrôlée par le Conseil constitutionnel. Donc, on est dans un état de droit, il faut l'appliquer. Après, son application tombe un petit peu au mauvais moment, puisque nous venons de traverser et nous ne sommes pas encore sortis d'une grave crise sanitaire. Où quand de nombreuses entreprises et autres structures étaient fermées, les fonctionnaires ont montré qu'ils étaient présents, puisqu'ils doivent être présents. Un fonctionnaire doit fonctionner, même dans cette période-là. Ils ont été applaudis. Aujourd'hui, on leur demande des efforts par cette loi. Et les efforts, ils les feront. Nous pouvons regretter, effectivement,
pour les agents des crèches le travail supplémentaire en quotité hebdomadaire, même si ils retrouvent heureusement leur jour de congé qui aurait été supprimé si on était resté à la même quotité. Donc cela étant, voilà l'aspect légal. Après, il y a effectivement l'aspect social. Donc, nous avons demandé effectivement le compte-rendu du comité technique dans lequel nous avons pu constater que les représentants du personnel avaient validé, à l'issue de toute la procédure que vous avez développée, la réforme donc, Biorel. Donc, c'est pour cela que nous allons nous ranger à l'avis des représentants du personnel en général, et nous allons voter pour. D'accord. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques ? Pas particulièrement. En tout cas, je vais m'associer à vous pour ce que vous avez dit au départ, c'est-à-dire qu'on a la chance aussi à Birel d'avoir un personnel municipal qui a été toujours très présent. Nous avons assuré ici la continuité du service public et ça avait beaucoup de sens pour les familles de pouvoir, dès que ce fut possible, rouvrir la crèche, rouvrir après le premier confinement notamment la restauration scolaire, ce qui n'était pas le cas forcément dans toutes les communes. Donc nous avons eu cette chance d'avoir un personnel donc très présent et qui nous a permis de nous remettre rapidement, je dirais, et de rouvrir rapidement le service public. Donc c'est important effectivement aussi de le souligner, de dire que les efforts ont été faits parce qu'ils ont le sens du service public. Je vais donc mettre aux voix cette délibération qui porte sur le temps de travail. Donc qui est contre cette délibération, qui s'abstient donc à l'unanimité. Et je vous remercie. Donc le temps de travail sera donc modifié au 1er janvier. On passe ensuite à la délibération suivante qui porte, je dirais toujours un peu technique, celle-ci sur la modification du tableau des effectifs. Donc il vous est surtout proposé de supprimer un poste d'ASVP sur le grade d'adjoint technique et de créer un poste de gardien brigadier de police municipale. Je crois qu'on en avait déjà un peu discuté, mais il est vrai que après notamment avoir interrogé aussi la police municipale, eh bien, plutôt que d'avoir deux agents ASVP, la police municipale préfère avoir un agent de police municipale en plus. Donc l'effectif cible, je dirais, théorique, est de 5 policiers municipaux. Et donc nous avons supprimé un poste d'ASVP pour le remplacer par un poste de policier municipal. Et donc nous avons modifié ainsi le tableau des effectifs. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques particulières ? Annick Bonneau, oui. Oui, je voulais dire qu'on a été quand même un peu surpris de la suppression de ces agents de surveillance de la voie publique. Parce qu'ils avaient des missions qui effectivement sont limitées par la loi, mais ils étaient quand même très présents sur le terrain et avaient un accès beaucoup plus simple, si je peux m'exprimer ainsi, qu'un personnel de la police municipale. Quand on voit les agents de la police municipale, ils sont armés, gilets pare-balles, etc. Ça peut effectivement créer un certain trouble vis-à-vis d'un certain nombre de personnes, et notamment les enfants. Les enfants étaient habitués à la sortie des écoles d'avoir un ASVP qui était là pour faire la circulation, notamment devant l'école Larpin. Maintenant, il n'y en aura plus. Ou alors ça sera peut-être remplacé par quelqu'un d'autre. Mais à l'heure actuelle, où on a quand même une certaine réticence à voir des uniformes bleus se promener pour un certain nombre de personnes, ça permettait au moins aux enfants d'avoir des relations beaucoup plus sereines et courtoises que devant quelqu'un qui était armé, casqué, etc. Donc je trouve ça on trouve ça un petit peu dommage. Ça va peut-être être remplacé par des médiateurs, mais ça fait toujours une personne en moins quand même au niveau de la sécurité publique et de la tranquillité publique. On a tous ceux qui ont eu des enfants ici ont tous le souvenir de ces agents qu'on trouvait à la sortie de l'école et qui étaient particulièrement attentifs à la relation qu'ils avaient avec les enfants. C'était simplement une remarque de nature un petit peu contact, disons. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou d'autres remarques ? Alors, je vais apporter quelques réponses quand même.
D'abord de dire que je pense qu'un gamin ne fait pas forcément beaucoup la différence entre un policier municipal et un SVP, parce qu'ils ont la même couleur, en tout cas. La SVP était bleu marine aussi. Il avait en fait une tenue proche de la police municipale. Et bien sûr, il n'avait pas d'armes, pas tout à fait la même tenue, mais en tout cas bleu marine de la même manière. Donc je ne suis pas sûr que le gamin faisait vraiment la différence. Le deuxième point, c'est quand même une question qu'on a posée aux professionnels que sont la police municipale, notamment le chef de la police municipale. Et il nous explique qu'un policier municipal a plus de prérogatives, plus de champs d'application qu'un ASVP, en fait, qui assure la surveillance, certes, mais qui ne peut pas aller beaucoup plus loin. Le policier municipal, lui, peut apporter une contribution à la sécurité de manière plus forte, en tout cas. Et puis, vous l'avez dit aussi, certes, on n'aura peut-être plus de ASVP, mais on a un médiateur, enfin 2 médiateurs. On va normalement en avoir 2 à terme. On réfléchira d'ailleurs à savoir si on les pérennise ou pas. Notamment, c'était une question posée au moment de la réunion publique. Donc, on regardera les choses de ce point de vue-là. Mais en tout cas, voilà, ça n'est pas dans une volonté de mettre moins de moyens dans la sécurité. C'est plutôt le contraire. C'est d'essayer de la rendre plus efficace, en tout cas. Voilà, je vais donc mettre aux voix cette délibération qui modifie le tableau des effectifs, qui est contre, qui s'abstient, donc 6 abstentions, si je compte Monique Dubec, pardon. Et donc cette délibération est adoptée. On passe ensuite donc à une délibération que j'appelle technique. Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires. Donc pour le bon fonctionnement des services et notamment des manifestations sur la commune, il se peut qu'on ait besoin de mobiliser des fonctionnaires donc pour réaliser des heures supplémentaires effectuées à la demande du chef de service et des élus ayant une délégation du maire. Alors il appartient à l'Assemblée délibérante de fixer la nature, les conditions d'attribution et les taux moyens des indemnités applicables donc au personnel de la collectivité. L'indemnité horaire pour travaux supplémentaires pourra être versée aux fonctionnaires territoriaux, titulaires ou stagiaires qui sont employés à temps complet ou appartiennent aux catégories C et B, ainsi qu'aux agents contractuels à temps complet de même niveau. Les contingents d'heures supplémentaires sont prévus au budget chaque année, donc c'est prévu budgétairement, en tout cas par service. Le versement de ces indemnités est limité à 25 heures supplémentaires par agent au cours d'un même mois, ça c'est la loi. Les dimanches, les heures de dimanche, les jours fériés, les nuits sont prises en compte également pour l'appréciation de ce plafond des 25 heures supplémentaires. Dans des circonstances exceptionnelles comme l'enneigement par exemple, ou également les élections ou autres, et pour une durée limitée, les agents peuvent réaliser des heures supplémentaires au-delà d'ailleurs de ce contingent mensuel si vraiment, encore une fois, il y a la nécessité dans la continuité de service public. Les conditions d'indemnisation vous ont été détaillées normalement dans la note de synthèse que vous avez reçue. Les heures supplémentaires de semaine peuvent être payées dans la limite du contingent prévu au budget, ou elles peuvent être aussi récupérées par les agents selon les besoins des services. Les heures supplémentaires de nuit, de dimanche, de jours fériés sont obligatoirement payées à l'exception des heures pour les élections. Ces dernières pourront être également récupérées avec l'autorisation du chef de service en fonction des nécessités de service. Voilà, au regard donc de ce rapport, je vous demande d'adopter donc ce régime d'indemnité horaire pour travaux supplémentaires. Avez-vous des questions, des remarques? Pas particulièrement, donc qui est contre cette délibération, qui s'abstient? Donc elle est adoptée à l'unanimité. Nous passons ensuite donc à des désignations de suppléants. Donc on nous a demandé pour nous représenter au Centre Pernay et à la mission locale. Donc vous savez que nous sommes membres du Centre social Pernay et puis également de la mission locale. Mission locale, je rappelle, qui est l'accueil, l'orientation, l'accompagnement des jeunes de 16-25 ans. Nous en avons quelques-uns sur la commune qui sont suivis par les missions locales. Le 28 mai dernier, par délibération, le conseil municipal avait désigné comme représentants à la ville, au Centre Pernay, donc Françoise Lacaille-Lenné et Olivier Marical, et à la mission locale, Xavier Auguel.
Alors, afin de permettre la présence régulière d'un ou d'une représentante de la ville au sein de ces deux organismes, il convient également de nommer pour chacun de ces deux organismes des suppléants. Et donc, je vous propose de nommer pour le Centre Pernay Xavier Auguel et pour la mission locale Céline Secaille, donc en tant que suppléant sur donc, le Centre social Pernay et sur la mission locale. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques ? Oui, Monsieur Châtelain. Oui, donc nous n'avons pas d'avis sur la qualité des conseillers suppléants nommés, puisqu'ils sont de bonne qualité, comme tous ceux qui siègent dans cette assemblée. À toute fin utile, je voulais simplement vous rappeler que le conseil municipal est composé de 29 conseillers municipaux et non pas de 23. Et que même si nous sommes de la minorité, des élus de la minorité, nous sommes tout à fait disponibles et disposés à participer à un certain nombre d'instances, au-delà des instances réglementaires. Merci en tout cas de cet appel du pied, en tout cas, que nous retenons quand d'ailleurs nous avons affaire à un certain nombre de manifestations ou d'animations sur la commune. Je vous remercie de participer aux élections. Je vous remercie également d'avoir participé aussi à la distribution du colis des anciens également. Vous y avez participé, à la distribution des masques aussi, à un moment où il a fallu les distribuer. Donc il est vrai que vous répondez, c'est vrai, très régulièrement à nos appels lorsqu'il s'agit d'actions de la ville ou de manifestations. Ensuite, je dirais c'est la démocratie. Lorsqu'il y a effectivement des représentations de la ville au sein d'un certain nombre d'instances, en règle générale, et c'est comme ça dans toutes les communes, je pense, en tout cas, moi je le perçois à la métropole de cette manière-là, les représentations vont d'abord à la majorité, avant évidemment que d'être distribuées aux oppositions, parce qu'il faut porter aussi la voix de la majorité de la commune qui n'est pas toujours en phase avec la position que vous pouvez avoir. Donc il me semble assez normal finalement que les choses se passent ainsi. En tout cas, elles se passent ainsi dans de nombreuses communes de la métropole. Je vais donc mettre aux voix cette délibération. Donc sur ces désignations, qui est contre, qui s'abstient, donc 6 abstentions. Donc cette délibération est adoptée. Nous passons ensuite à une délibération qui porte sur la révision libre des attributions de compensation. Donc il s'agit en fait dans cette délibération du basculement de la dotation de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dans l'attribution de la compensation des communes intéressées. Alors c'est assez technique également, mais les modalités de transfert de la dotation TOM, de la dotation de solidarité communautaire, vers l'attribution de compensation des communes intéressées ont été étudiées d'abord par la métropole elle-même, puis ensuite par la CLECT qui est la commission locale de transfert des charges, du 15 février 2021, où était présent notre adjoint aux finances. Alors il faut désormais que les communes concernées se prononcent sur le transfert donc, de la dotation de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de la dotation de solidarité communautaire, et cela au montant de l'exercice 2020, vers l'attribution de compensation des communes intéressées à compter de l'exercice 2021, dans le cadre de la révision libre des attributions de compensation de solidarité qui peuvent exister entre l'intercommunalité et les communes. L'ensemble du dispositif est explicité et précisé en annexe de la délibération, donc je ne fais pas un schéma particulier que vous avez eu dans la note de synthèse. Voilà, donc au regard de ce rapport, je vous propose d'adopter cette délibération donc, de révision, de basculement de la TOM, de la dotation TOM vers la compensation de communes de Biorel vers la métropole. Oui, Baptiste Boulan. Je ne vais pas revenir sur ce transfert assez technique, effectivement, au sein de dotation de la métropole.
En revanche, je vais une nouvelle fois, comme nous l'avions évoqué lors de la préparation du débat d'orientation budgétaire, du budget supplémentaire et dans d'autres publications, évoquer quand même l'origine de cette dotation taxe d'enlèvement des ordures ménagères. C'est une enveloppe qui avait été donnée à l'époque, en 2015, aux communes pour neutraliser l'augmentation de cette taxe d'enlèvement des ordures ménagères auprès des habitants. C'est-à-dire que la métropole a donné pour Biorel une enveloppe de 300 000 € par an pour permettre de diminuer les autres taux. C'est-à-dire que le contribuable ne devait pas sentir passer le début de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Donc à charge pour les conseils municipaux de diminuer ou la taxe d'habitation ou plutôt la taxe foncière, puisque c'est à peu près les mêmes bases. La commune de Biorel n'a malheureusement pas joué le jeu. Et ces 300 000 € sont arrivés dans le budget municipal. Et les contribuables ont payé plein pot la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Donc effectivement, c'est dans un contexte de diminution des dotations de l'État, de difficultés autres, d'augmentation des coûts, tout ce qu'on veut, mais par an, il y a 300 000 € de fiscalité dont ont été privés les contribuables en termes d'allègement. Voilà, c'est sur les années qui viennent de passer, c'est 1,8 million d'euros, 200 et quelques euros qui ont été non redistribués, alors que c'était le deal de départ de la métropole. Je lis l'extrait que j'avais retiré de la délibération à l'époque, de la métropole, dotation TOM visant à aider les communes à neutraliser les effets du transfert de fiscalité liés à l'harmonisation progressive du financement de la collecte et du traitement des ordures ménagères. Donc voilà, la métropole à l'époque avait mis 4,4 millions sur la table, dont 300 000 € pour Biorel. Donc avec cette réforme-là, ça va tranquilliser un certain nombre de débats par la suite, puisque on va mettre sous le tapis ce mécanisme qui n'a pas été actionné à Biorel. Je regrette encore, pour la dernière fois, j'aurais pu l'occasion de le dire, donc je voulais encore le dire, je regrette fortement cette non-redistribution, alors qu'un mécanisme était mis en place. Merci. Alors, je vais vous répondre. C'est vrai que c'est peut-être la dernière fois qu'on en parlera de cette manière-là. En tout cas, c'est ce que je m'étais dit d'ailleurs dans ma tête, au moment où on nous annonçait le dispositif, puisque c'est quand même la métropole qui nous le propose aussi, ce dispositif-là. C'est pas nous qui avons été voir la métropole pour dire, bon, pour qu'on évite justement de nous remettre ça à chaque budget, si vous pouviez... Bon, non, c'est quand même la métropole qui nous propose cette délibération. C'est le premier point. Le deuxième, c'est que je ne conteste pas du tout ce que vous dites. Simplement, je rappelle quand même que les oppositions successives, aujourd'hui vous êtes ici, mais il y a eu d'autres oppositions depuis très longtemps, et toutes vos oppositions face à nous n'ont jamais réclamé cela. Ne nous ont jamais dit cette compensation, pourquoi vous ne la faites pas, n'ont jamais dénoncé le fait que nous n'avons pas compensé. Donc je pense que s'ils ne nous ont pas opposé cela, c'est qu'ils y étaient plutôt favorables aussi, il me semble. Le deuxième point, autre point également, c'est de dire que, évidemment, c'est normal, nous sommes à Biorel, donc vous êtes intéressés à Biorel. Mais je vous invite à regarder les autres communes de la métropole, toutes celles qui, historiquement d'ailleurs, étaient parties de zéro, puisque nous avions cette compensation. Pourquoi ? Parce que la ville de Biorel, il y a donc maintenant plus de 20 ans, avait décidé de financer leur taxe d'enlèvement des ordures ménagères par le budget. Et donc, on partait de zéro avant de monter donc, le taux pour qu'il soit le même sur l'ensemble des communes de la métropole. Et donc, montant ce taux au fur et à mesure, effectivement, on aurait pu compenser. C'était tout à fait possible. En tout cas, d'autres communes, alors je ne veux pas dénoncer les petits copains, mais allez voir Petit Couronne, par exemple. Vous verrez ce qui s'est passé à Petit Couronne. C'est peut-être ceux qui ont le plus profité de ce dispositif. Et puis enfin, pour terminer, c'est de vous dire quand même que la métropole, le président de la métropole de l'époque ne nous a jamais écrit pour nous dire mais comment ça se fait, vous ne compensez pas effectivement cette hausse de la fiscalité sur les ordures ménagères. Donc la métropole, je dirais, a été assez conciliante, en tout cas pour que nous ne le faisions pas.
Voilà ce que je pouvais vous répondre sur cette question-là, mais sans contester évidemment ce que vous nous avez dit. Je vais donc mettre aux voix cette délibération, donc qui est contre, qui s'abstient, donc 6 abstentions. Cette délibération est donc adoptée. Je vous propose maintenant de parler finances et nous allons passer donc au budget primitif avec quelques modifications, décisions modificatives, et c'est la numéro 2, et je cède donc la parole à Olivier Marical. Oui, merci, monsieur le maire. Donc, il s'agit du budget principal de la ville. Décision modificative, c'est la 2e. Bon, je ne vais pas vous relire tout ça d'un seul coup. Bon, parce que bon, c'est comme d'habitude. Non, je rappellerai simplement que le budget est un acte prévisionnel, hein, je le rappelle. Alors, lors de l'établissement du budget, nous avons connaissance des sommes, bien souvent, et elles, prévisionnelles, elles aussi. La répartition comptable exacte s'opère alors lors de la réception de la facture finale. Et les variations peuvent être dans les deux sens. En plus, il y a des surcoûts, et en moins, si les négociations sur les prix ont été bonnes. Donc là, il y a ça. Il y a également, vous avez pu remarquer qu'il y a une subvention Covid-19 pour le CCL, aux associations, une association. Alors là, on avait inscrit, je vous le rappelle, au budget primitif un montant forfaitaire en dépenses imprévues. La subvention CCL Covid-19 a donc été imputée dans le compte comptable exact par diminution des dépenses imprévues. Le détail de la demande CCL est en annexe de l'ADM et vous l'avez. Pour l'investissement, il s'agit de compléments non budgétés car non connus au moment de l'établissement des budgets. Voilà, donc pour l'investissement, c'est un logiciel pour la restauration. Nous avons la création d'un compteur d'eau pour la place de l'église et les travaux d'éclairage du parvis où nous avons augmenté suite à une démonstration d'éclairage qui nous a paru insuffisante. On a augmenté un peu l'éclairage de l'église parce qu'il y avait juste 2 spots au départ, ça faisait un peu plat. Donc on a augmenté un peu l'affaire. Donc, par exemple, nous avons gagné, si vous voyez en investissement, sur la ligne de self qu'on avait prévu pour le foyer municipal. On avait prévu 40 000, on a gagné 3 600 € après négociation. Sinon, les autres dépenses, ce sont des dépenses que nous rajoutons au fur et à mesure du truc. L'élagage, c'est parce qu'on a trouvé on nous a demandé de détruire des arbres morts, bien qu'ils ne paraissent pas morts. Oui, les arbres sont morts. Après, c'est les produits, mettons, fêtes et cérémonies, les illuminations de Noël, le devis, on avait mis 20 000, c'est passé à 21 000. Bon, l'entretien sur les biens mobiliers divers. En recette, on a eu un complément, une compensation de 2014 à 2016 concernant le personnel, c'est les rentrées suite à des réclamations de notre part, du service ressources humaines. On a eu une régularisation de charges rattachées à tort pour 1106 et nous touchons cette année une redevance pour les courses hippiques de 2019. Alors en fait, ça concerne l'année 2019 et 2020. On aurait dû le toucher en 2020, mais avec la crise du Covid, ça a été retardé. Donc là, en fait, on l'a touché là, mais on ne connaissait pas la somme, donc voilà. A priori, c'est le PMU qui a demandé qu'une partie des taxes sur les jeux concernant le PMU soit reversée aux communes ayant des hippodromes. Donc voilà, à peu près. Pour la DM2, je suis disposé, si vous avez des questions. Voilà. Avez-vous des questions, des remarques? Annick Bonneau, oui. Les documents qui sont toujours clairs et puis les explications qui sont derrière sont aussi très intéressantes. On peut remercier encore le service comptable de le faire. Juste une petite remarque en ce qui concerne les dépenses d'investissement. On a été étonné de voir qu'il y avait la création d'un compteur d'eau pour 19 000 €. Alors les travaux d'éclairage, on rajoute 16 800 €. On ne sait plus trop où on en est au niveau des budgets, des dépenses budgétées pour la place de l'église.
À chaque fois qu'on a une DM, on n'a que des petites parties de dépenses en plus ou de dépenses en moins. La globalité du budget qui va y être consacré, on ne l'aura effectivement que l'année prochaine en compte administratif. C'est un petit peu dommage quand même. L'année prochaine, on l'aura prochainement. À la fin des travaux, en principe, la métropole doit nous fournir le montant. D'accord. Oui, enfin bon. Enfin, on est quand même un peu étonné. L'éclairage ne vient pas de la métropole. Non, c'est vous, voilà. Et le compteur d'eau, c'est vous aussi. La création du compteur d'eau, c'est parce qu'il a fallu le déplacer alors qu'on n'avait pas prévu. Donc voilà. Bon, maintenant, le reste, ça devient au niveau de la métropole. Le mur, par exemple, de Gabion, oui. On a rabaissé. Il y a des garde-corps. Il va y avoir des garde-corps à la place. Il faut bien quelque chose. Une voiture, un enfant, ou une personne. Bon, pour l'instant, c'est la métropole qui s'en charge, mais ça sera à nous de les payer. Voilà. Donc on n'est pas, je sais pas pour l'instant. On n'a pas la capacité de gérer cette chose-là. Non, c'est la métropole qui gère. Et puis qui vous envoie la facture. C'est toujours sympathique. Comme ça, ouais. Petite chose pendant qu'on est dans les compteurs d'eau, moi j'ai entendu avec nos commerçants sur la place Gascard, est-ce qu'il y a des travaux qui sont prévus sur les toilettes publiques qui étaient sur le côté, parce qu'ils s'inquiètent de la qualité de ce bâtiment qui a l'air d'être dans un état un petit peu tristounet pour des gens qui passent la matinée sur la place pour pouvoir... Comment les commerçants d'habitude là, ils allaient à la mairie. C'est des pratiques, des habitudes qui ont été prises. Je crois, mais je n'en suis pas sûr, hein, mais je crois qu'effectivement ce bâtiment va être totalement rénové. Il me semble que ça a été demandé, tout au moins je suis sûr que ça a été demandé lors des réunions que nous avons eues avec la métropole. Mais ça sera fait, les travaux seront faits après les travaux les aménagements de la place, en tout cas. Mais c'est vrai que ils sont dans un état. Bah oui, c'est dans un état quand même. On verra. Il semble aussi qu'il y a une piscine de prévue sur la place de l'église. Je plaisante. Quand il y a beaucoup d'eau, apparemment, il y a quand même des creux qui gardent l'eau de pluie et qui n'est pas évacuée. Donc vous ferez attention à ça au moment où vous ferez l'état des lieux et puis la réception des travaux. Et il y a quand même des petits soucis apparemment qui apparaissent. Merci. Vous aurez du mal à s'évacuer, hein, c'est de la résine entre les pavés. Justement. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le budget? Pas particulièrement. Donc je vais mettre aux voix. Donc c'est les décisions modificatives. Donc qui est contre, qui s'abstient. Donc 6 abstentions. Donc nous avons voté les décisions modificatives du budget. Nous passons ensuite donc à la délibération numéro 8, sur la limitation de l'exonération de 2 ans en faveur des constructions nouvelles à usage d'habitation. Donc on est sur la fiscalité et je cède à nouveau la parole à Olivier Marical. Bon, je crois que vous avez tous lu la délibération. Donc c'est un peu technique. Donc je vais rappeler quand même à faire un petit historique. Alors depuis 2015, la ville de Billorel, après la diffusion, a supprimé l'exonération possible de 2 ans des taxes de foncières sur la commune. Bon, à partir de maintenant, ça sera mis en place en 2022, il ne sera plus possible de faire une exonération totale. En conséquence, par délibération en 2021, pour application en 2022, les communes peuvent exonérer de 40 à 90% maxima. Donc, nous réduirons à minima la taxe foncière en raison de la spécificité de Billorel, puisque le foncier est particulièrement élevé à Billorel. Les constructions neuves sur Billorel ne s'adressent pas généralement à des primo-accédants. C'est l'effort que nous demandons pour la solidarité et pour le bien commun de Billorel à ceux qui arrivent dans notre commune. Voilà. Avez-vous des remarques ou des observations? Pas particulièrement. Donc je vais mettre aux voix donc cette délibération. Donc qui est contre, qui s'abstient, donc adopté à l'unanimité.
Je prends donc la délibération que devait présenter Nathalie Lecordier, qui porte sur une convention de mise à disposition du foyer théâtre, donc le Petit Ludo, ou le foyer municipal, pour l'association Acadrama. Donc l'association Acadrama est en fait l'atelier de formation théâtrale qui a pour objectif donc de favoriser l'initiation du théâtre, la découverte, l'enseignement des métiers de comédien, des ateliers de recherche sur le jeu et la création de spectacles, etc. Donc pour la session 2021-2022, eh bien les cours de théâtre auront lieu donc les mardis de 17h à 22h30, les mercredis de 10h à 22h30 au foyer donc théâtre Le Petit Ludo de Biorel, que la ville met à disposition donc de l'association. Cette mise à disposition doit faire l'objet d'une convention, comme beaucoup d'autres associations, permettant ainsi de définir les conditions dans lesquelles la salle peut être utilisée, notamment une participation aux charges de fonctionnement, ainsi que les obligations et les responsabilités de chacune des parties. Elle permettra ainsi donc de clarifier, d'améliorer donc les relations entre la ville et l'association. On ne sait jamais trop qui s'occupe de quoi, qui nettoie quoi, etc. pour l'entretien et autres. Donc au moins cette convention est claire à la fois pour la présidente de l'association comme pour la ville. Donc je vous propose donc d'adopter cette délibération. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Pas particulièrement. Donc je vais mettre aux voix qui est contre cette convention, qui ne m'autoriserait pas à la signer, qui s'abstient. Donc à l'unanimité, donc je pourrais signer cette convention. Merci. Je donne maintenant la parole pour parler des affaires scolaires à Christophe Barré, notre adjoint à l'éducation. Donc, convention pour la participation aux charges de scolarité entre les communes de l'agglomération rouennaise, autorisation de signature. Donc, je vous rappelle que lorsque les écoles maternelles ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. Cet accord est formalisé par une convention type signée par toutes les communes concernées. Elle permet de déterminer les conditions permettant aux familles de scolariser leurs enfants dans une commune extérieure à leur commune de résidence, fixer la participation financière aux dépenses de fonctionnement dues par les communes de résidence. L'actuelle convention expire au terme de l'année scolaire 2020-2021. Les communes signataires ont décidé d'en établir une nouvelle qui expirerait au terme de l'année scolaire 2025-2026 et de porter la participation de 340 à 360 €. Au regard du rapport qui précède, je vous propose d'adopter la délibération transmise et d'autoriser Monsieur le maire ou moi-même à signer cette nouvelle convention. Avez-vous des questions ou des observations ? Est-ce qu'il y a des questions, remarques? Donc c'est une convention qu'on a l'habitude de signer avec l'ensemble des autres communes. Pas toutes d'ailleurs de la métropole, puisque certaines refusent de la signer pour tenter en tout cas de garder leurs enfants sur leur commune. Voilà, donc c'est le cas de certaines qui ne jouent pas tout à fait le jeu de la solidarité. C'est une parenthèse que j'ai ouverte. Donc je vais mettre aux voix cette délibération, donc qui est contre cette convention, qui s'abstient. Donc elle est adoptée à l'unanimité. J'en profite simplement pour vous dire donc, que nous avons réalisé une étude sur le coût réel des charges donc, de fonctionnement dans la scolarité des élèves de maternelle et d'élémentaire, que celle-ci vous sera donc communiquée prochainement et que nous aurons à discuter donc avant l'été, donc c'est bientôt, avec les directeurs. Avec les directeurs. Alors, avant les vacances scolaires, parce que je crois qu'on n'est pas encore tout à fait aux vacances scolaires. C'est quand même bientôt. Enfin, on y arrive. En tout cas, on va inviter à nous rencontrer les directeurs des écoles privées, donc Notre-Dame-des-Anges et Saint-Victrice, pour leur présenter aussi cette étude et donc de respecter la loi qui, je vous le rappelle, nous oblige à pouvoir équilibrer en fait le coût d'un élève du privé comme du public en matière de fonctionnement. On laisse l'investissement de côté, mais sur le fonctionnement. Donc nous allons pouvoir discuter avec ces écoles avant la rentrée suivante. Oui. Jean-Baptiste Boulan. Oui.
pour moi, il y a un petit phénomène quand même spécifique à Biorel de siphonnage du privé par les écoles publiques, un peu plus fort qu'ailleurs. Je voulais savoir s'il y avait au niveau des classes, il y avait des nouvelles fermetures, au contraire des ouvertures de prévues ou... Alors, pour le moment, en tout cas, ni ouverture ni fermeture. Voilà. Alors je dis pour le moment parce que l'inspection d'académie se réserve le droit éventuellement de fermer une classe si les effectifs venaient à ne pas être ceux qui ont été déterminés à l'école Coty notamment. Donc on n'est pas très loin d'une fermeture. Je pense que la crise du Covid a ralenti peut-être le phénomène. Il a été peut-être dans les arbitrages de postes, en tout cas décidé à la suite de notre intervention, de Christophe Barré, de moi-même auprès de l'inspecteur, de ne pas, pour le moment en tout cas, de revenir sur une école particulière, même si elle n'est pas dans l'éducation prioritaire. On sait que Coty, on a besoin d'y mettre des moyens dans ce quartier. Et donc, je pense que l'inspecteur d'académie a été sensible à nos arguments, en tout cas pour le moment. Encore une fois, tout dépendra des effectifs réels que nous aurons donc à la rentrée. Je parle sous couvert de Christophe Barré. Le CDEN, c'est lundi 5 juillet. Voilà, donc... C'est ça. C'est ça. Le CTSD était le 29 juin et le CDEN, c'est le 5 juillet. Voilà, en tout cas, il ne nous a pas été, pour le moment, en tout cas, annoncé de fermeture, mais comme nous sommes quand même très tangents, très à la limite, il y a toujours un risque, malgré tout. En tout cas, voilà, à l'heure où l'on parle, il n'y a ni ouverture ni fermeture. Nous sommes vigilants. On est vigilants, on a écrit avant même de la décision, pour ne pas se dire on attend la décision pour écrire. Donc on a envoyé un courrier pour rappeler que cette école a besoin des moyens qui sont dégagés à l'heure actuelle. Donc restons vigilants. Voilà sur cette délibération, nous l'avons adoptée. On passe à la délibération numéro 11 qui porte donc sur le semi-marathon habituel, je dirais traditionnel, et les 10 km sur la commune de Bois-Guillaume, notamment. Depuis des années, cette épreuve a lieu sur le territoire de Bois-Guillaume. Cette manifestation rassemble près de 1000 compétiteurs, donc c'est important évidemment d'y mettre toute la sécurité et l'encadrement autour de cette manifestation. Et donc cette année, elle aura lieu le 17 octobre 2021 et le maire de Bois-Guillaume nous sollicite, comme chaque année, pour mettre à disposition et en commun l'ensemble des polices municipales pour assurer la sécurité de cet événement. Donc au vu de l'importance de la manifestation et conformément donc au code de la sécurité intérieure, les maires des communes limitrophes peuvent être autorisés par le préfet à utiliser en commun leurs moyens dans un délai déterminé. Bien sûr, tout cela est très cadré pour pouvoir mettre à disposition la police municipale de Biorel auprès du maire de Bois-Guillaume. Donc c'est ce que je vous demande de faire, de m'autoriser à signer la convention entre la ville de Bois-Guillaume et de Biorel qui prévoit également les modalités de participation financière de la ville de Bois-Guillaume, parce que si on leur met à disposition en contrepartie, c'est eux quand même qui vont les payer. Donc voilà la teneur donc, de la convention avec la commune de Bois-Guillaume. Avez-vous des questions, des remarques par rapport à cette délibération ? J'ajoute juste en marge un peu de cette délibération que nous nous sommes réunis avec les maires de Mont-Saint-Aignan et de Bois-Guillaume et de Biorel donc pour relancer le CISPD qui, vous le savez, met autour de la table tous les acteurs liés à la fois à la sécurité, à la tranquillité et à la prévention de la délinquance pour mener ensemble des actions communes. Et donc, il y a des réflexions qui vont se mener justement sur la présence de la police municipale. Peut-être qu'il y a des mutualisations à faire aussi, même en termes de présence sur l'ensemble des 3 territoires, notamment les week-ends. Donc, c'est une réflexion que nous allons avoir. J'ai demandé à Xavier Auguel de pouvoir participer au groupe de travail pour réfléchir un peu à ces questions-là, pour qu'avec Bois-Guillaume et Mont-Saint-Aignan, nous puissions avoir une vision un peu globale et mutualisée sur la sécurité sur nos territoires. Rouen, c'est toujours un peu compliqué parce que quand on essaie de rentrer en contact, c'est souvent assez difficile. Bon, après, c'est la grande ville, la centralité. Donc, évidemment, la dimension de Biorel est différente. Et surtout, et je le dis régulièrement, je regrette vraiment, sans faire
particulièrement de politique, mais que la police municipale de Rouen ne monte pas sur les Hauts-de-Rouen. C'est-à-dire ce quartier-là, des Hauts-de-Rouen, n'a pas le droit à la police municipale de Rouen. Et ça, je trouve que c'est extrêmement regrettable. La police municipale de Biorel, évidemment, quand on est à la frontière, ils le savent bien d'ailleurs, hein, ceux qui s'amusent un peu avec notre police, passent de l'autre côté de la rue et bien sûr ils ont droit à tous les gestes que vous pouvez imaginer parce qu'ils savent bien que de l'autre côté ils sont tranquilles. La police municipale de Rouen ne monte pas sur les Hauts-de-Rouen. Ça c'est une vraie problématique. Bon voilà, après c'est des choix politiques mais on le trouve regrettable, en tout cas de notre côté. Voilà, je reviens à la délibération donc, qui est contre de m'autoriser à signer cette convention avec moi Guillaume, qui s'abstient. Donc elle est adoptée à l'unanimité. Je crois qu'on arrive au bout de notre conseil. J'ai 2-3 questions malgré tout à vous donner. Et puis, je vous laisse tout de suite la parole. Alors, Jean-Baptiste Boulan, oui. Alors, Baptiste. Pardon. Vous avez presque fait un sans faute, jusqu'aux questions diverses. Jean-Christophe. Voilà. Fallait bien que je le fasse, je ne l'avais pas fait encore ce soir. C'est pour la fin. Donc on voulait vous évoquer la lettre d'information au promoteur immobilier que vous leur avez envoyée le 4 mai dernier. Donc déjà pour vraiment vous faire part de notre soulagement, de voir que dans ce courrier vous reprenez des interrogations que nous avons eues ensemble, hein, je mets tout le conseil municipal au niveau de la liberté qui était laissée aux promoteurs de s'implanter à Biorel de manière complètement aléatoire, spontanée et je dirais non maîtrisée, en quartier pavillonnaire notamment, mais d'autres quartiers aussi sont concernés. Donc dans cette lettre, effectivement, vous rappelez l'importance d'avoir un parcours résidentiel, donc avec des jeunes qui s'installent peut-être en collectif, et après qui ont la chance avec des enfants d'avoir un petit bout de jardin, et après qui repartent en logement avec un peu moins d'entretien de jardin quand ils n'ont plus forcément l'envie ni la force. Donc tout ce courrier, vraiment, nous tenions à féliciter sa rédaction. Alors en revanche, une fois qu'on a atteint, je dirais, cette satisfaction, vous commencez à nous connaître, on va en demander encore plus. Alors déjà, le plus, c'est, on vous l'a évoqué, c'est pour que ces promoteurs aient pleinement votre attention, c'est déjà le regret de maintenir toujours à la métropole l'instruction, le service instructeur qui a été transféré au service commun de la métropole. Moi, quand je suis arrivé ici en 2015, je suis venu au service urbanisme de la mairie. Il y avait 2 personnes, 2 jeunes femmes, je ne sais plus leur nom, hein, qui étaient très compétentes, qui m'ont bien informé. Et je pense que si les promoteurs devaient non seulement prendre un rendez-vous avec vous, mais aussi avec le service urbanisme de la mairie, ça aurait beaucoup plus de poids que de passer par le service commun de la métropole, de désamorcer avec le service de la métropole, puisque c'est leur raison d'être, hein, les soucis juridiques. Leur dossier ils arriveraient un petit peu moins forts devant vous au niveau de leur dossier et de leurs attentes et parfois leurs exigences. Donc ça, c'est le point qu'on aimerait et dont on parlera encore dans les années à venir, reprendre l'instruction des permis de construire. Dans votre courrier, on a encore droit au PLU de la métropole Rouen-Normandie, dont vous regrettez les termes. Alors, quand vous prenez la parole à ce sujet-là, ou quand vous rédigez des courriers ou des écrits qui vont dans ce sens-là, nous, nos téléphones, nos emails explosent. Voilà. Mais monsieur le maire, se souvient-il que toutes ces années, c'était bien le PLU de la commune qui était en vigueur. Et le PLU de la métropole, il est juvénile, hein, il a 1 an. Donc effectivement, il prévoit pour l'avenir, mais tout ce qui s'est passé, c'était de la compétence du PLU communal. Donc voilà, nos téléphones explosent à chaque fois de mécontentement par rapport à cet oubli.
Le deuxième point, on l'a évoqué déjà lors de précédents conseils municipaux, mais également dans nos communications, c'est l'attention particulière au projet FEI de la place. Donc vous aménagez avec la métropole, nous espérons, une belle place fonctionnelle, mais demain à son entrée principale, hein, l'entrée sud, qui est déjà compliquée aujourd'hui. Hein, on a une route qui monte, on a un sens interdit, on a une voie interdite sauf riverain. Voilà, c'est la future entrée de votre place. Et à cet endroit même, il y a un projet FEI. Donc nous, ce qu'on a sollicité à travers divers courriers et prises de position publiques, c'est que vous puissiez rapidement prendre contact avec le promoteur FEI, que vous puissiez déjà rappeler les termes de votre courrier, qu'à la suite, en commission d'urbanisme présidée par Monsieur Marical, il puisse y avoir une présentation, mais au vu de la typologie, de l'emplacement très particulier, très spécifique de ce courrier, qui pour moi impactera le domaine public, impactera fortement la vie des biorélais et du fonctionnement de la future place. Je pense qu'il faut que FEI se fende d'une réunion publique. Voilà, un soir, on ne va pas demander plusieurs réunions publiques, un soir sur la nouvelle place pour expliquer ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va prendre en compte qu'il y a une place qui se crée, essayer d'améliorer les accès, ne pas faire un accès qui ne soit pas sécurisé ou qui ramène de la circulation sur la place. Donc M. Marical, je sais qu'il y est vigilant. De la même façon, on parle beaucoup d'îlots de chaleur. La place est assez minérale. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu en termes de végétalisation du futur projet? Est-ce que le projet, on sait qu'il y aura des commerces puisque le PLUI de la métropole prévoit des commerces en pied d'immeuble, donc le PLU aussi? Bon. Mais voilà. Est-ce que cet aménagement permettra de reculer tout le bâtiment pour encore en plus aérer la place? Imaginons une petite table, des chaises, une petite terrasse. C'est très sympathique, comme l'a fait le nouveau gérant du Bibi. Donc, Bibi. Voilà, c'est un dossier en particulier, mais sur lequel, pour nous, c'est en limite, c'est en zone rouge du domaine public sur lequel une mairie doit actionner. Deuxième chose, au niveau de l'urbanisme, voilà, on a pas mal de projets qui sont lancés. En 2020-2025, on a des logements rue Gascar. C'est que du collectif. À chaque fois, c'est que du collectif. 29 logements privés rue Gascar. 95 logements route de Neuchâtel. Qu'est-ce qu'on a? On a 14 logements sociaux et 95 privés Grigneux. Voilà, 43 rue des Canadiens, 33 au 19 rue des Canadiens, au Grieux, 62. Donc ça se densifie rapidement, énormément. On a bien d'autres projets qui vont arriver. J'espère que votre courrier va faire son effet. On a été destinataire du MAC de Bois-Guillaume. Et dedans, j'ai un article qui m'a particulièrement parlé. Effectivement, c'est la ville de demain. Donc les projets qui ont commencé, qui ont débuté, les projets à l'étude et les projets immobiliers qui ont été refusés, abandonnés, empêchés par le maire. Donc vous avez la liste donc de tout ce qui a été empêché. Et on peut se réjouir que voilà, quand un maire dit stop, quand un conseil municipal dit stop, quand une commission municipale dit stop, quand des habitants aussi se mobilisent, il est possible de faire reculer des promoteurs immobiliers sur des projets qu'on ne sent pas. Parce qu'eux, ils ont aussi des financeurs qui sont très attentifs au moindre accroc. Et le fait qu'un maire se prononce contre un projet dès le début, c'est un sacré accroc. Et souvent, les financeurs se retirent. Donc, voilà, sur ce courrier, monsieur le maire, voilà, on voulait vraiment vous remercier. On vous en demande encore plus, et sur la récupération de l'instruction des permis en mairie, et surtout un point de vigilance très important par rapport à FEI sur l'aménagement de la future place du village, puisque c'est l'entrée principale. Je vous remercie. Merci. Quelques éléments de réponse. D'abord, dire qu'effectivement, ce courrier, je vous en remercie, était effectivement un point de vigilance pour l'ensemble des promoteurs qui investissent énormément sur notre commune à l'heure actuelle. On a, c'est vrai, la problématique du moment, c'est que nous sommes une commune trop attractive.
Aujourd'hui, une maison se vend en 48 heures à Birel. Elle est même aujourd'hui vendue aux enchères. Certains les mettent aux enchères. On est monté en termes de coûts au mètre carré, quasiment au niveau de Bois-Guillaume et du quartier Saint-André de Mont-Saint-Aignan, sur certaines parties de notre territoire. Donc évidemment, ça attire un certain nombre d'investisseurs, parce que notre commune, j'ai la faiblesse de penser, c'est parce que nous avons une politique qui équilibrée sur notre territoire, qui amène évidemment certains à venir chez nous. D'ailleurs, soit dit en passant, l'ensemble des projets immobiliers qui devaient se faire devaient défigurer la commune, devaient faire perdre de la valeur aux maisons, etc. C'est tout le contraire qui se passe en réalité. Notre commune est de plus en plus attractive. Donc on ne peut évidemment pas lier les collectifs au prix des maisons, puisque à l'heure actuelle, c'est évidemment le contraire qui se passe. Le deuxième point, c'est de vous dire que les projets qui sont sortis, enfin moi, ça fait 20 ans que je suis maire, pendant 15 ans, il n'y a pas eu un seul collectif sur la commune. Le premier qui s'est fait, il est à côté de la mairie, ici, donc avec quelques appartements. Et pourquoi, notamment, il n'y avait pas, à l'époque, notamment, de collectif? C'est parce qu'il n'y avait pas un PLU, un POS, un plan d'occupation des sols, comme ça qu'on appelait le PLU autrefois, qui était favorable, effectivement, à la construction. Mais on a quand même perdu 1500 habitants à Biorel, on a fermé des classes, on a fragilisé le commerce, et on a vu, là, pour le coup, le coût de l'immobilier avoir tendance à stagner, voire un peu à baisser. Donc nous avions décidé d'avoir un PLU équilibré à l'époque, qui permettait, malgré tout, de favoriser le parcours résidentiel. C'est-à-dire que nos anciens qui habitent dans leur grande maison, parfois, ont envie de rester sur la commune. Et donc il y avait nécessité donc, de construire quelques collectifs supplémentaires pour leur permettre de rester sur leur commune de cœur. Donc le PLU, il avait été construit comme cela, pour que quelques réalisations puissent se faire sur des très grandes parcelles. Et puis il y a eu la loi Duflot. Il faut quand même le dire. La loi Duflot qui supprimait les COS a ouvert évidemment le champ aux promoteurs pour venir s'installer dans des parcelles qui n'étaient pas économiquement viables avant cette suppression. Alors pourquoi la loi Duflot d'ailleurs a-t-elle permis tout cela? C'est parce que c'est quand même le discours des écologistes. Il faut arrêter de construire dans les champs, d'étaler la ville. Et plutôt que d'étaler la ville, il faut la densifier, la ville. Plutôt la faire monter plutôt que de l'étaler. C'est quand même le discours qu'on a entendu pendant des années. Alors évidemment aujourd'hui que c'est une écologiste qui est à l'urbanisme à Rouen, c'est plus le discours qu'on tient. Voilà, on change parfois de discours, mais en tout cas, la loi Duflot a permis, en tout cas, la réalisation de collectifs qui n'étaient pas prévus dans le PLU précédent, quand même, je le précise. Alors ensuite, il y a eu le PLUI. Le PLUI, on n'a jamais dit qu'on n'y avait pas participé, qu'on n'avait pas discuté avec la métropole pour y réfléchir en tant que tel. Malgré tout, c'est quand même la compétence aujourd'hui de l'intercommunalité. La compétence urbanistique, elle n'est plus à la commune, elle est bien au niveau aujourd'hui de l'interco. Alors, c'est vrai qu'on a voulu essayer de faire évoluer un peu certaines choses. On a évidemment cette difficulté d'avoir une commune fermée sur elle-même qui n'a pas de potentiel de développement foncier. Voilà. Bois-Guillaume, c'est 400 hectares encore à aménager. Birel, c'est 0. Et donc, c'est vrai que nous avons requalifié, pour le coup, l'activité tertiaire face au chapitre pour pouvoir réaliser, là aussi, plutôt des logements, qui vont d'ailleurs plutôt dans le sens de ce que vous souhaitez, c'est-à-dire qu'ils soient plus accessibles que les résidences, je dirais, les collectifs qui se construisent ici sur le vieux Biorel, qui ne sont pas accessibles facilement, en tout cas pas accessibles à un primo-acquéreur, et difficilement accessibles pour des familles. Et même quand les anciens rentrent dans ces appartements, les maisons, quand ils les vendent, c'est plutôt à des familles déjà installées, qui sont déjà à leur 2e ou 3e achat, et qui souvent n'ont plus d'enfants en bas âge, je dirais, qui pourraient repeupler, entre guillemets, nos écoles. Donc ça, c'est aussi une problématique, forcément, que nous avons sur la commune.
Donc ça, c'est effectivement pour reprendre un peu les termes de l'évolution de l'urbanisme sur notre commune. Alors c'est vrai que, vous me direz encore une fois que je vous le rappelle régulièrement, mais on avait trouvé une solution quand même en matière d'urbanisme. C'était la fusion avec Bois-Guillaume pour avoir un territoire beaucoup plus large qui permettait d'avoir une réflexion sur l'urbanisme qui soit forcément différente de celle de Biorel, flanquée sur elle-même, sur cette commune qui n'a plus de véritable potentiel. Alors ensuite, voilà, vous avez l'argument de dire mais si les dossiers étaient instruits ici, on aurait évidemment un peu plus de pouvoir peut-être d'agir en tant que tel. Vous avez cité d'ailleurs 2 personnes, 2 agents qui sont partis transférés à la métropole. Donc ce sont des compétences qu'on n'a pas perdues réellement, mais qui ont été mutualisées, qui sont partis travailler à la métropole et qui donnent énormément de satisfaction d'ailleurs, y compris aux architectes qui vont vers la métropole quand ils déposent des permis et qui nous disent bien que ces jeunes filles, parce que c'est effectivement 2 jeunes filles, des agents, qui ont apporté toutes leurs compétences au service instructeur de la métropole. Alors, on ne devrait pas être désobligeant non plus, mais quand on veut donner son permis de construire, ici, on vient encore au service urbanisme. On ne dépose pas son permis à la métropole, on le dépose encore en mairie. Et donc, on a un agent aussi qui sait accueillir et qui sait aujourd'hui aussi conseiller, regarder les dossiers en tout cas, qui est aussi compétente également. Donc, et on me le dit régulièrement, qui sait accueillir, qui sait regarder les choses et qui sait alerter les adjoints sur les projets qui arrivent. Donc il y a malgré tout un accueil qui existe en mairie, une alerte qui est possible au niveau des projets lorsqu'ils sont déposés, même si après ils partent à la métropole pour être instruits. Moi, quand vous nous dites cela, ça me donne toujours un peu l'impression qu'il y a un manque de confiance vis-à-vis de la métropole. C'est un peu comme ça que je ressens les choses aussi. Reprenons l'instruction des permis, parce que je n'ai pas vraiment confiance dans l'instruction que fait la métropole. On pourrait aussi l'imaginer de la sorte. En tout cas, moi, je pense qu'instruire un dossier, alors on peut l'interpréter, certes, mais quand même, ce sont des règles figées, enfin des règles écrites. Et donc, normalement, quand on instruit un dossier de permis de construire, ben, on l'instruit tel qu'il existe. On ne l'interprète pas particulièrement. Et puis, si on a besoin de renseignements ou autres, on rappelle évidemment l'architecte ou le promoteur pour faire compléter ou expliquer les analyses. En ce qui me concerne, en tout cas, moi, j'ai toujours eu le même principe. Si, quel que soit le service instructeur, il serait ici ou qu'il soit à la métropole, si le service instructeur émet un avis favorable, je signe le permis. S'il émet un avis défavorable, je ne signe pas le permis. Donc ça, c'est la partie réglementaire. Alors, sur la partie en amont, c'est-à-dire très régulièrement, nous recevons avec Olivier Marical des promoteurs qui demandent effectivement à nous rencontrer, et la lettre l'a déclenché aussi chez certains que nous ne connaissions pas d'ailleurs, et qui sont venus donc pour qu'on puisse les sensibiliser sur la densité urbaine déjà de notre commune, puisque nous avons une des communes les plus denses de la métropole, et sur le fait que nous souhaitions des projets qui s'insèrent complètement et correctement dans un environnement déjà très contraint par nos petites rues, par notre densité, par la qualité du bâti existant. Et donc c'est important pour nous de pouvoir les sensibiliser là-dessus plus particulièrement. Alors après, vous faites un peu une fixette sur un projet particulier, celui donc qui est autour de la place de l'église. Alors vous me direz, bah oui, parce que c'est la centralité de la commune. On a la chance, à la différence de la commune que vous m'énoncez préalablement, à Bois-Guillaume, nous on a la chance d'avoir un centre-ville, un centre-bourg, on va dire, si on veut être dans un langage de village. À Bois-Guillaume, évidemment, il n'y a pas d'articulation, il y a une succession de quartiers en tant que tels. Alors c'est leur problématique, mais en tout cas, nous, on a cette chance d'avoir un cœur de ville et il faut évidemment le protéger. Alors comment est-ce qu'on le protège ? Peut-être justement en lui permettant d'avoir un peu plus d'habitants, parce que moi qui, en son temps, moins maintenant, mais travaillais de temps en temps le dimanche après-midi dans mon bureau de maire, je ne voyais pas grand monde vivre autour de la place de l'église, à part donc la semaine, mais ça n'était pas un lieu de vie, finalement, notre place de l'église. Donc pour que notre centralité devienne un lieu de vie, il faut y amener aussi des habitants. Puisque moi j'ai connu la place sans qu'il y ait personne qui y habite autour. Donc c'est important à mon sens quand même d'y apporter aussi de la vie et donc de l'habitat. Et puis en pied d'immeuble, parce que c'est important aussi, il faut renforcer l'offre commerciale.
Donc moi, le pharmacien était venu me voir il y a 2-3 ans pour me dire, monsieur le maire, je prends la suite de maman et je resterai sûrement pas ici longtemps si vous ne me trouvez pas des solutions pour développer mon officine, parce que je suis là ici un peu fermé sur moi-même. J'ai envie d'investir, je suis jeune, donc j'aimerais, voilà. Et puis ailleurs, les pharmacies ont continué à se développer sur des offres différentes, etc. Donc voilà, donc il y avait aussi le risque de voir des commerces péricliter parce qu'on ne leur permettait pas de se développer. Donc le projet qui va sortir un jour de terre, eh bien, va intégrer cette problématique donc de l'offre commerciale pour pouvoir justement accroître cette offre par 2 cases commerciales qui devraient être prévues dans le projet. Alors ensuite, vous dire précisément que le promoteur ait envie de faire une réunion publique, je doute, enfin je connais assez peu de promoteurs qui mènent ce type de concertation. C'est-à-dire qu'il l'ait avec la ville, qu'il l'ait avec les voisins proches, ça me semble important. Ensuite, il n'est pas certain qu'il ait envie de s'exposer, en tout cas, parce qu'il n'en a pas l'obligation, d'abord, et puis qu'il investit lui-même donc sur une propriété privée. On serait évidemment sur le domaine public, les choses seraient totalement différentes. S'il achetait à la ville, évidemment que les choses se feraient d'une autre manière, mais là, en l'occurrence, ce qui nous importe, nous, c'est effectivement que son projet s'insère dans cette centralité, que nous puissions avoir donc de l'habitat et qu'il puisse renforcer l'offre commerciale de la place. Et donc, il travaille en ce sens. Nous n'avons pas vu encore le projet. Nous avons vu quelque chose en volume quand il est venu nous voir. Nous ne connaissons pas le projet en tant que tel, mais en tout cas, le fait d'être venu nous voir nous a permis de lui fixer ces objectifs-là précisément pour réaliser son projet. Donc voilà, donc l'urbanisme, c'est une chose très compliquée, pas que dans notre commune d'ailleurs, quand on voit dans d'autres communes la manière dont les choses se font. Vous me parlez donc de projets qui ont été arrêtés. Alors certains vont peut-être effectivement reprendre leur dossier et retravailler le sujet, mais certains aussi sont en recours au tribunal administratif. Et on peut quand même imaginer qu'un projet qui correspond au PLUI a peu de chances quand même de passer le tribunal administratif quand même. Donc un certain nombre de projets-là vont coûter fort cher, à mon avis, à la commune de Bois-Guillaume. Mais ça, c'est leur affaire. Quand ils vont perdre au tribunal administratif, si ça correspond au PLUI. Bon. Alors après, est-ce que les promoteurs ont envie d'aller au tribunal administratif contre le maire ? C'est une autre affaire. Donc il faut effectivement mettre une certaine pression. Donc on va continuer à le faire, comme vous nous l'encouragez. Mais on ne pourra pas, en tout cas, empêcher tous les projets qui doivent se faire sur la commune. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à l'urbanisme. Mais encore une fois, on a cette problématique que la commune est très attractive. Et évidemment, ça encourage notamment les propriétaires, lorsqu'ils s'en vont, eh bien, à céder leurs biens, non pas à des particuliers, mais plutôt à des promoteurs, puisque le coût est plus élevé. Et ça, eh bien, si vous connaissez l'arsenal pour empêcher ça, pour un maire, eh bien, vous m'expliquerez. Parce que moi, je ne sais pas empêcher un propriétaire privé de céder son bien à un autre propriétaire. Voilà. Vous vouliez prendre la parole également ? Oui. Simplement pour vous rappeler nous avions fait un courrier à votre destination et ainsi qu'à Théo Pérez, pardon. Et donc, derrière vous, au syndicat intercommunal, par rapport aux images qui circulaient sur les réseaux sociaux concernant la piscine, et pour formuler une demande de visite de ces installations afin de constater ce qu'il en est. Nous n'avons pas de réponse aujourd'hui. Non, vous n'avez pas eu de réponse. Vous allez l'avoir ce soir, de vive voix. Je ne souhaite pas que nous allions visiter cet équipement fermé. Voilà, parce qu'il n'y a rien à y voir.
Il n'y a rien à y constater. L'équipement a été vidé. Il a été visité. D'ailleurs, si vous regardez les images, elles sont suffisantes. Hein. Vous ne verrez rien de plus que ce que vous avez vu sur les images. Je trouve regrettable que des gens arrivent à s'immiscer dans des espaces privés. Ils n'avaient pas à le faire. Donc apparemment, c'est une association qui régulièrement rentre dans des équipements squattés. Bon. Mais en tout cas, je ne vois aucun intérêt à aller visiter aujourd'hui la piscine. Moi, je préfère à l'heure actuelle plutôt avoir une autre démarche. Nous sommes à l'heure actuelle avec Théo Pérez, à tenter de convaincre un certain nombre de maires de participer avec nous à la rénovation éventuelle de la piscine. C'est ce que nous tentons de faire. Et à ce moment-là, on pourra, une fois qu'on saura ce qu'on veut faire de cet équipement, reprendre notre bâton de pèlerin et de pouvoir reconstruire un projet autour de cette piscine, si nous y arrivons, si nous parvenons à convaincre un certain nombre de communes. Nous attendions surtout le projet de Rouen. Aujourd'hui, d'ailleurs, le maire de Rouen nous écrit pour nous dire si vous voulez financer notre piscine à la Grand-Mare avec nous, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc je pense que j'aurais du mal aussi à lui faire une réponse, parce que je pense qu'elle serait désagréable, la réponse. Mais en tout cas, voilà, je ne souhaite pas, au jour d'aujourd'hui, que nous visitions cet équipement, parce qu'il n'y a rien à y voir. Et deuxièmement, j'espère bien, avant la fin de l'année, vous donner des réponses par rapport au devenir, précisément, de cet équipement. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce point. Oui, Baptiste Boulan, oui. Effectivement, vous parliez de lieu d'attraction sur la question présente sur l'urbanisme. Là, c'était quand même un lieu d'attraction entre non seulement le village, mais également le plateau des provinces et ses commerces. Et ce n'était pas des centaines, c'était des milliers de personnes qui étaient attirées par cette piscine. Donc, oui, ça faisait partie de l'attractivité de notre territoire. Exactement, oui. Exactement. Et il est bien dommage que la métropole l'ait pas repris en gestion. Eh oui. Bon, oui. C'est ça la réponse. Il y avait un équipement intercommunal et normalement dans toutes les intercos est repris en gestion intercommunale. Bon, on va pas revenir là-dessus. C'est la loi qui dit mais c'est bien vous qui revenez sur l'histoire de la piscine. Mais oui, on va revenir encore. Petite, voilà. Mais vous aurez toujours la même réponse. Oui. Vous aurez toujours la même réponse. Oui, et puis on n'a même pas le droit de rentrer dedans. Ça n'appartient plus au Biorélais. Non. Du tout. Oui, juste la petite anecdote qui fait mal. Alors, je ne parle pas de mon cas personnel, on est des représentants des habitants. Voilà, ma fille est allée à un voyage, une sortie scolaire. Et il y avait 2 petites filles qui n'ont pas pu faire une activité, notamment en kayak, parce qu'elles avaient une appréhension de l'eau. Elles n'étaient pas à l'aise avec l'eau. C'était 2 biorélaises qui, si elles avaient pu bénéficier de la piscine, puisque en tant que biorélais, effectivement, il y a des obligations. Apprentissage de l'eau uniquement en CM2, enfin en 6e, vous savez mieux que ça. Mais voilà, avant, il y avait des enfants qui pouvaient y aller. Voilà, deux enfants qui n'ont pas pu... qu'on va plus aller. On regrette également aussi que, bon, c'était une idée de campagne, mais on l'avait réévoqué, on est au mois de juillet, pour compenser l'absence de cette piscine, comme des communes de la côte le font souvent, il y a des piscines d'apprentissage provisoires qui existent, et on aurait bien aimé que vous attribuiez notre idée, voilà, juste d'avoir une piscine, juste le mois de juillet ou le mois d'août, pour permettre... à des jeunes d'apprendre à nager, de se sécuriser ou d'avoir des bases pour quand ils arrivent en CM2, en 6e, arriver au cours avec déjà une appréhension de l'eau moindre. Voilà, c'était un regret. La période était compliquée. Pour monter ça, voilà, nous renouvelons ce vœu pour l'année prochaine. C'est long à organiser, il faut trouver les maîtres nageurs, c'est assez compliqué, mais voilà. Nous comprenons pour cette année, mais l'année prochaine, nous renouvelons ce vœu d'avoir une piscine d'apprentissage provisoire, juillet-août ou juillet-août. Voilà, merci Monsieur le maire. Merci. On arrive au bout du conseil municipal. On a débordé un peu, mais c'était des questions importantes à aborder ensemble. Juste quelques points. Donc d'abord, avant de vous souhaiter d'excellentes vacances estivales, reposez-vous bien pendant cette période. Vous dire qu'à la rentrée, on va essayer de reprendre immédiatement l'ensemble des activités sur la commune, puisque nous aurons les rencontres associatives, donc orchestrées notamment par Marie Chaillet, donc le 4 septembre. C'est cela. Donc à partir de quelle heure, Maryse ?
10h à 17h, voilà. D'autres associations, d'ailleurs, ont commencé déjà à aller chercher un peu de nouveaux adhérents. C'est le cas de CCL, que j'ai permis d'être présente sur le marché. Vous avez sûrement été aussi à leur rencontre. Donc, les associations et d'autres, sportives et autres, à l'heure actuelle, sont évidemment inquiètes pour pouvoir à nouveau retrouver leurs adhérents. Donc, les rencontres associatives vont permettre, je crois, de booster. Ce ne sera pas suffisant, mais en tout cas, c'est important de le faire aussi. Et puis enfin, vous demandez donc parce qu'ils ne souhaitent pas que j'en parle, mais malgré tout, c'est le dernier conseil municipal de François Lemay, directeur général des services. Donc je voudrais tout simplement, sans faire de grands discours, peut-être d'autres occasions de le faire, mais en tout cas qu'on l'applaudisse très fort. Merci François, et puis donc je clôt ce conseil municipal. Merci.